Bonjour, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici en direct depuis la homepage du Figaro.fr et sur la page Facebook de Figaro Immobilier pour cette nouvelle émission des clés de l'IMO. Les clés de l'IMO, c'est ce rendez-vous chaque semaine pour vous rendre service, à vous qui avez un projet immobilier, vous souhaitez acheter, vendre, investir dans la pierre, vous avez raison. Et vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Eh bien, c'est notre credo, chaque semaine ici en direct, répondre à vos questions avec un expert ici en plateau. Alors après les taux de crédit, après l'international, après la maison, aujourd'hui on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux de l'achat-vente avec nos partenaires, les notaires du Grand Paris, qui ont délégué aujourd'hui une notaire qu'on est très heureux de recevoir ici, c'est Maître Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour Nathalie. Bonjour Olivier, très heureuse aussi de faire partie de cette belle émission. Eh ben, le plaisir est évidemment partagé. Alors Nathalie, un mot sur la Chambre des notaires du Grand Paris. Alors la Chambre des notaires du Grand Paris, elle regroupe tous les notaires, non seulement de Paris, mais aussi du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est tout le groupe des notaires de ces trois départements qui sont regroupés dans la Chambre des notaires du Grand Paris et dont le président actuel, eh bien, c'est Bertrand Savouret. Bertrand Savouret, que l'on salue. Voilà, évidemment. que l'on salue. Alors, une sélection n'a pas pu répondre évidemment à toutes les questions, il y en a beaucoup, mais n'hésitez pas sur le forum Figaro Immobilier. On a aussi des vidéos avec le mot de l'IMO, on a beaucoup de choses, évidemment des articles, et puis un expert ici en plateau pour répondre à vos questions. Alors voilà, on a sélectionné une douzaine de questions, on y reviendra de toute façon chaque semaine aussi avec des spécialistes en matière de location, d'investissement. Aujourd'hui, voilà, on a les fondamentaux. Prête Nathalie? Bien sûr Olivier. Allez, on démarre avec la première question. Alors c'est une question de Christine. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat en démembrement ? Peut-il par ailleurs être financé par un prêt immobilier? Alors, ce que veut dire Christine vraisemblablement, c'est acheter, par exemple, avec l'un de ses enfants ou avec ses enfants, un bien dont elle détiendrait l'usufruit, ses enfants détenant la nue propriété. Donc, ça peut effectivement être très intéressant. Si, par exemple, notre amie Christine détient du capital qu'elle peut donner à ses enfants, par exemple à l'aide d'une donation-partage. Oui. Elle leur donne l'argent avec l'obligation d'investir ces fonds dans l'achat pour eux en nue propriété d'un bien dont elle aurait l'usufruit. Donc c'est effectivement très intéressant cette opération parce que... On rappelle juste, Nathalie, voilà, ce que c'est que le démembrement. Oui, alors voilà. Le démembrement, qu'est-ce que c'est Christine? En fait, c'est le fait d'avoir une dissociation entre plusieurs attributs de propriété, c'est-à-dire que le droit d'occuper le bien et de percevoir les loyers, ça s'appelle l'usufruit. Voilà. La propriété s'appelant, grevée d'un usufruit, s'appelant la nue propriété. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'usufruit de son titulaire, s'il est viager, il s'éteint à son décès sans frais supplémentaires pour les enfants. Donc pour notre amie Christine, si par exemple elle achetait le bien seul à son nom et qu'ensuite elle le donne en opérant une donation avec démembrement, en conservant l'usufruit, il y a deux actes, Olivier. Elle achète, elle donne. Là, elle peut, par une donation-partage, donner l'argent à ses enfants pour acquérir avec elle l'usufruit du bien dont elle sera usufruitière et les enfants auront la nue propriété. Donc ce qui est intéressant avec le démembrement, c'est qu'au décès de Christine, le plus tard possible, on lui souhaite, eh bien il n'y aura aucune fiscalité sur cet usufruit. Tout à fait. On peut rappeler justement quand on achète en nue propriété, c'est aussi la décote, parce qu'on n'est pas forcément, on n'est pas au départ propriétaire à 100% bien sûr. En tout cas, on peut avoir le prix d'un bien 30-40% à peu près. Hein. C'est une décote moins chère qu'il ne le serait sur le marché. Tout à fait. Et on devient totalement propriétaire au bout de 10, 15, 20 ans. C'est vraiment un placement, un investissement à long terme. Là, c'est un investissement dont vous parlez, Olivier, effectivement. C'est le fait d'acheter un bien, effectivement, en démembrement. On achète la nue propriété d'un bien dont une autre personne est usufruitière, effectivement. Et on l'achète en décote. Il y a un barème prévu par le Code général des impôts qui fixe cette décote en fonction de l'âge de l'usufruitier. Par exemple, une personne qui a 72 ans et qui se conserve l'usufruit viager, il y a une décote de 30%. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant.
Et la question donc supplémentaire, c'est peut-il être financé par un prêt immobilier? Oui, bien sûr, tout à fait, c'est possible. Très bien. Question de Alex. J'ai signé une promesse de vente pour l'achat d'une maison. Après réflexion, je veux me rétracter dans les délais. Dois-je envoyer ma lettre avec accusé de réception au vendeur et au notaire ou seulement au notaire mandaté par le vendeur et chargé de la vente? Alors, de quoi parle Alex? Effectivement, quand on signe une promesse de vente, quand un particulier signe une promesse de vente pour un bien affecté à l'habitation, eh bien, la loi lui octroie un délai de réflexion de 10 jours. Donc, il faut être bien vigilant à ce délai. Ce délai de réflexion, il n'est pas donné au vendeur, c'est-à-dire que le vendeur, lui, il est lié. L'acquéreur, lui, il a un délai de réflexion de 10 jours et ce délai, il court le lendemain de la remise de la lettre ou de la réception de l'envoi recommandé. Donc, il faut bien faire attention au délai. Donc, s'il ne veut plus acquérir le bien, eh ben, il va envoyer une lettre recommandée normalement au vendeur. Donc c'est au vendeur qu'il faut que notre Alex envoie la lettre, mais par précaution, je l'enverrai aussi au notaire pour doubler, ne serait-ce que par correction quand même, pour que le notaire soit informé. Bien entendu, on rappelle que la promesse de vente, en fait, elle n'engage que le vendeur au départ, tandis qu'ensuite le compromis de vente, évidemment, ce sont les deux parties, là, de façon unilatérale qui s'engagent. Il y a effectivement une dichotomie entre ce qu'on appelle la promesse unilatérale de vente, où l'acheteur n'est pas véritablement engagé, il doit ensuite lever l'option, même s'il y a des sanctions financières, tandis que la promesse, ce qu'on appelle synalagmatique, ou le compromis, eh bien les deux sont engagés, mais toujours sous conditions suspensives diverses, notamment celles qu'on connaît tous, l'obtention du prêt par l'acheteur. Et puis dans tous les cas, il y a ce délai de réflexion de 10 jours qui ne profite qu'à l'acheteur. Mais attention, il faut que ça soit un acheteur particulier, c'est-à-dire que si c'est un acheteur professionnel ou qui acquiert par le biais d'une SCI, ça ne lui est pas offert. C'est pour ça que souvent, nous les notaires, on conseille dans les promesses unilatérales de vente de souscrire la promesse au nom du particulier avec une clause de substitution dans l'acte et de substituer entre la promesse de vente et la vente très vite une SCI sans que ça change quoi que ce soit pour le vendeur. Très bien. Question suivante. Alors là, on est en plein dans l'actualité. Question de Jérôme, et oui, beaucoup s'interrogent sur le sujet, et la question, elle est cash. Selon vous, quel sera l'impact du coronavirus sur le marché de l'immobilier? Alors, préalablement, deux petites choses, parce que la semaine dernière avait eu lieu la conférence des notaires, justement, de Parisiens. Oui. En fait, on a posé la question à Maître Thierry Delsal, et d'ailleurs, il reflète un petit peu ce que beaucoup dans l'immobilier ancien nous disent, c'est que dans ces périodes très anxiogènes, la pierre peut apparaître comme véritablement valeur refuge, mais aussi on entend d'autres qui évoquent un scénario différent, c'est que ce climat anxiogène, quand on a besoin de se projeter dans l'avenir, d'avoir un projet immobilier, on sait que l'immobilier a besoin de confiance, mais au contraire, ça peut annihiler, retarder justement des projets immobiliers, donc que les ventes pourraient baisser, et donc impacter le marché ensuite sur les prix, sur les taux. Donc on a, voilà, on est très partagé. Voilà, c'est deux scénarios, ou plutôt pierre valeur refuge, ou au contraire, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Qu'en pensez-vous? Eh bien, effectivement, ce qu'on a vu notamment dans les grandes villes, Olivier, c'est une augmentation des prix, alors qu'on a vu, notamment dans l'ancien, et qui est suscité par déjà, on a eu des afflux quand même venant du Royaume-Uni avec le Brexit, la baisse des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas, et puis surtout, on le voit, une angoisse des gens, effectivement, une angoisse, cette incertitude bancaire, déplacement de la bourse, et qui va malheureusement être accentuée avec cette angoisse du coronavirus. Donc ça, effectivement, ça milite en faveur de l'investissement dans l'immobilier. Mais les gens peuvent se dire, notamment pour une résidence principale, mais de quoi va être mon lendemain? Est-ce que je vais pouvoir continuer à payer mes prêts? Donc effectivement, on est très partagé. Et là, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Ouais, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut le rappeler toujours, que ce soit en bourse ou dans l'immobilier. Très bien. Et on va passer à la question suivante. Question de Romain. On est un petit peu justement dans ce prolongement. Romain demande, les prix des logements pourront-ils encore monter longtemps à Paris? Quand y aura-t-il une décrue et quand les taux d'intérêt vont-ils s'effondrer?
Alors ça, il faudrait être une Pythie ou une Cassandre, effectivement. Ce qu'on constate, et vous pouvez retrouver les chiffres sur le site de la Chambre des notaires de Paris, ce qu'on constate, c'est que les notaires prévoient une augmentation encore des prix de l'immobilier parisien, qui sont pourtant montés très haut, on vous donne la carte, de 7% moyenne l'année prochaine. Donc effectivement, les prix moyens à Paris dépassent aujourd'hui 10 000 € du mètre carré. Mais quand on vous dit 10 000 € du mètre carré, c'est moyen, c'est-à-dire qu'il y a des arrondissements où ça coûte un peu moins de 9 000, d'autres bien sûr beaucoup plus. Hein. Donc ça, est-ce que le coronavirus va avoir un impact? Parce que ça peut aussi avoir un impact avec l'angoisse, au contraire augmenter encore les prix parce qu'on considère que l'immobilier est une valeur refuge, ou au contraire, est-ce que les gens vont être angoissés en se disant est-ce que je pourrais continuer à assumer mes crédits? A priori, pour l'instant, c'est bien malin, qui pourrait le dire. Mais c'est vrai qu'on dit que les arbres ne montent pas jusqu'en haut, mais nous, les notaires de France, on constate encore aujourd'hui que malgré les prix très élevés, ça continue à se vendre et très bien. Oui, on va voir si 2020, ce ne sera pas évident, on sera sur le prolongement de l'année 2019 qui a été formidable, qui a battu des records au niveau des transactions, plus d'1 million de transactions en France, dans l'ancien. Et c'est vrai que là, sur les prix à Paris, alors les notaires, justement, ont cet outil des avant-contrats. On va être à 10 500 € par mètre carré en moyenne au mois d'avril. C'est ce qui est prévu par les notaires du Grand Paris, ce qui représente une hausse de 8,5% en un an. Ce qui est énorme. Quand on sait Paris, donc 10 000 € du mètre carré en moyenne. Ensuite, en France, on a Bordeaux, on a Nantes qui sont à 4 500 € par mètre carré. Et puis après, toute une série de villes, de grandes villes entre 2 500 et 3 500 € du mètre carré. Donc il y a des écarts énormes. Et Nathalie a raison de le préciser et de le rappeler. Les écarts aussi, quand on parle des arrondissements, c'est bien, 10 000 € par mètre carré en moyenne. Mais il y a aussi des écarts très importants au niveau des quartiers. Porte de la Chapelle, on est à 8 000 € du mètre carré. Odéon, on est à 16 000 € du mètre carré, c'est-à-dire c'est x2 au sein de la même ville, 10 000 € d'écart par mètre carré, donc des écarts qui sont énormes. Tout à fait. Et vous savez que vous pouvez interroger les sites des notaires, les bases biens, justement, c'est très utile parce que ce sont les mêmes que ceux des impôts, Olivier, puisque toutes les transactions de biens immobiliers passent chez les notaires de France. Eh bien, vous pouvez, soit avec l'aide de votre notaire, soit en allant sur les sites, voir combien se sont vendus dans des immeubles similaires, dans telle rue, tel appartement. Donc vous pouvez avoir une idée. Mais bien sûr, ce n'est pas pour autant que le vendeur va s'aligner sur ce prix. Oui. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une idée. N'hésitez pas à interroger votre notaire pour avoir recours à ces bases. Très bien. Question suivante. Alors, question de Floyas. Quelle est la différence entre une SCI classique, on va dire, et une SCI familiale ? Peut-on faire de la location en meublé avec une SCI? Alors, Floyas nous pose effectivement une question très intéressante. Alors, une SCI normale et une SCI familiale, c'est juste une question d'appellation parce que c'est toutes les deux des sociétés civiles immobilières dédiées donc à des sociétés dans lesquelles on loge un bien immobilier. Donc, familial, ça veut dire simplement que c'est constitué entre les membres d'une même famille. Donc, souvent dans les SCI familiales, ce que vous avez, Floyas, c'est plus dans les statuts des clauses par lesquelles on ne permet pas à n'importe quelle personne d'entrer dans la société, c'est-à-dire des clauses fermées. Il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Il faut qu'il y ait au moins deux personnes, minimum. Alors, de savoir si on peut faire une location meublée avec une SCI, eh bien, il vaut mieux éviter. Pourquoi? Parce que la société civile immobilière, par définition, son objet, c'est un objet civil. Donc, normalement, on est assujetti à l'impôt sur le revenu. Si vous faites de la location meublée logée à l'intérieur d'une SCI, ça devient une activité commerciale. Donc, du coup, on dégénère en une SCI assimilée à l'IS et là, la facture peut être très salée. Ouais. Donc, il vaut mieux s'abstenir de faire une SCI, fût-elle familiale, avec de la location en meublé. Oui. Autrement, ça permet d'éviter aussi les conflits en interne au sein des familles. Les SCI, c'est quelque chose qui vous est demandé de plus en plus, que vous voyez à votre étude? Mais bien sûr, alors c'est demandé de plus en plus, mais ça a toujours été. Ouais. Mais alors, faut aussi lever des légendes urbaines où j'ai beaucoup de gens qui s'imaginent que parce qu'on crée des SCI, il n'y aura pas de droit de succession, il n'y aura pas... Non, pas du tout, ça n'échappe pas, ça rentre. Alors c'est sûr qu'il y a, effectivement, ça permet de pouvoir donner des parts à ses enfants, effectivement, mais ça n'empêchera pas que s'il y en a un qui veut sortir de la SCI, ça sera sensiblement les mêmes difficultés que lorsqu'on achète en nom, en indivision. Bien sûr.
Très bien, question suivante. Alors, question, on a regroupé de Muriel et de Charlie. Pour les loyers impayés, que faire sans passer devant un avocat ou autre, ne pas payer de frais? Et Charlie, quelle est la méthode la plus efficace pour récupérer son dû? Demander l'expulsion est-elle une issue souhaitable? Alors ça, les questions de Muriel et Charlie, on est souvent confrontés à ce genre de difficultés, effectivement, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de logements qui restent vacants parce qu'on a beaucoup de nos propriétaires qui ne veulent pas tenter le pari de la location, malheureusement. Donc tout le monde est perdant, à la fois les propriétaires qui ne puissent pas... préfèrent laisser le logement vacant en l'état, quitte à payer plutôt que de risquer. Voilà. Et ça, c'est effectivement dommageable pour nos clients. Alors, que se passe-t-il? Déjà, ce qu'il faut savoir et ce qui est peu su, c'est que si vous faites un bail notarié, il est revêtu de la force exécutoire. La formule exécutoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'après une mise en demeure, si votre locataire ne paie pas, eh bien, vous pouvez faire une mise en demeure et saisir tout de suite un huissier qui pourra saisir ce locataire. Pour autant, Olivier, qu'il soit solvable. En revanche, s'il s'agit d'un bail qu'on appelle sous seing privé, c'est-à-dire fait non pas par devant notaire, il n'est pas revêtu de la formule exécutoire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut saisir un avocat et aller devant le tribunal judiciaire. Sauf que il existe maintenant une procédure dite simplifiée de recouvrement des créances lorsque les impayés sont inférieurs à 4 000 €. Comme on disait, 4 000 €. Comme on disait dans les Toto Flingueurs, il n'est jamais bon de laisser dormir les créances. Très bonne référence. Du coup, Tonton Flingueur, les tontons flingueurs. On y va alors. Du coup, avec un maître Felas, un notaire qui était maître Felas et qui gérait bien les affaires de ses clients. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que le locataire ne paie pas, il faut savoir pourquoi il ne paie pas. Peut-être qu'il a des difficultés financières. Donc, il faut essayer, avant que ça n'atteigne le seuil des 4 000 €, de faire cette procédure simplifiée de recouvrement qui évitera le recours à un avocat, c'est-à-dire qu'il faut saisir un huissier en lui envoyant le dossier, en indiquant que vous avez le bail, que vous avez mis en demeure le locataire de payer les impayés. L'huissier va proposer ainsi au locataire de payer. Il a un mois, le créancier, le débiteur, le loyer, pour le locataire, pour pouvoir répondre. S'il ne répond pas au bout d'un mois de la notification de l'huissier, il est censé avoir refusé cette procédure de recouvrement. Il faut donc saisir le tribunal judiciaire. Voilà, bon, avant d'en arriver là, en tout cas, je vous incite à aller regarder aussi beaucoup d'articles dans le domaine sur Figaro Immo, Figaro Immobilier. On a énormément de questions relatives à la résiliation de bail, au bail meublé, autour des loyers impayés. N'hésitez pas à regarder à la fois on a des vidéos, les mots de l'IMO, le mot de l'IMO avec Marion Martin Perrolin notamment, excellent, qui vous donne de bons conseils pratiques. Et puis voilà, toute une série d'articles dans le domaine et allez compléter bien sûr avec les notaires du Grand Paris ou les notaires de France, où vous avez aussi beaucoup de questions relatives à ces loyers impayés, à ce bail. Et donc voilà, en tout cas pour la réponse très intéressante de Nathalie. Question suivante. Alors, question de Frédéric. Alors Frédéric habite au premier étage d'un immeuble de 5 étages situé à Nantes, au bord de l'Erdre. Très belle ville. Une nouvelle propriété devrait se construire dans le prolongement et contre notre immeuble. Le nouveau bâtiment risque d'être plus large et de m'enlever ma petite vue vers le sud-est. Je perdrai de la lumière dans ce cas. Mon bien va aussi s'en trouver déprécié. Quels sont mes droits dans ces cas-là? Voilà, et à travers Frédéric, beaucoup peuvent se poser la question sur la valeur du bien et le petit plus qui donne de la valeur. Et là, évidemment. Alors, bien sûr. Alors Frédéric, il a deux possibilités. Déjà, un recours gracieux, c'est-à-dire qu'il a 2 mois à partir de l'affichage du permis de construire pour faire un recours gracieux auprès de la mairie. Alors ce qu'il faut, Frédéric, c'est qu'il ne faut pas qu'il prouve que les travaux lui causent un préjudice, mais prouver que l'édification de l'immeuble va déprécier, va l'empêcher de jouir convenablement de son bien. Mais donc là, c'est légitime, on ne peut pas dire « non, Frédéric, ça ne vous regarde pas, voilà, oui, c'est parce prévu qu'effectivement, et tout ça. » ça peut être abusif. Attention, ouais. S'il y a des recours abusifs, la loi maintenant s'est durcie parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait parfois malheureusement des recours quasiment professionnels, les professionnels du recours. Il y en a beaucoup. Donc, si le recours est abusif, la personne qui fait le recours peut être condamnée à des dommages et intérêts. Là, on voit que Frédéric est de bonne foi. Cela dit, Frédéric parle de petite vue.
on n'est pas sûr que ce recours puisse être accepté par le maire. Donc Frédéric, il a 2 mois à partir de l'affichage. Alors s'il n'y a pas d'affichage du promoteur, c'est pas pour autant que le permis de construire est illégal. Sauf que à partir de l'achèvement, quand le promoteur il n'a pas affiché, eh bien à partir de l'achèvement, les gens qui ne sont pas contents ont 6 mois pour contester. Donc il a intérêt à afficher. Et puis si malheureusement la mairie rejette le recours de Frédéric, il faut que Frédéric aille tout de suite devant le tribunal administratif. Et voilà, en tout cas, le bon conseil de Nathalie dans le domaine. Alors là aussi, on a un cas personnel, bien sûr, c'est Didier. Alors Didier nous dit « Je suis en copropriété et le voisin du dessus a une terrasse qui n'est pas étanche. Et lors des pluies, cela dégrade le plafond de la nôtre. Quelles sont les démarches à effectuer et quels sont mes droits afin de résoudre ce problème ?» Alors, la terrasse, ça, la difficulté de Didier, on l'a tous eu, effectivement. C'est souvent les difficultés des appartements qui sont au dernier étage, effectivement, ou à l'avant-dernier étage. Donc, la terrasse, c'est manifestement une partie commune. Ouais. Donc, il faut que notre lecteur Didier, il saisisse tout de suite en recommandé le syndic de copropriété pour expliquer cette difficulté et que le syndic diligente un architecte afin que des travaux d'étanchéité qui seront à la charge de la copropriété puissent être diligentés dans les meilleurs délais. Mais Didier peut se dire aussi, mais qui va payer en fait? Parce que faire venir l'architecte et tout ça, donc c'est toute la copropriété. C'est toute la copropriété. Effectivement, donc il ne faut pas que le Didier perde de temps et qu'il contacte, qu'il envoie tout de suite un recommandé au syndic de copropriété, peut-être éventuellement après avoir fait constater par huissier ces écoulements répétés. Très bien. Question de Mathilde. Je souhaiterais acheter un appartement à Paris qui sera ma résidence principale. Est-il intéressant de monter une SCI avec nos 4 enfants afin que le bien leur revienne par la suite? Autrement, y a-t-il une autre option que la SCI? Eh bien, effectivement, la question que pose Mathilde, tout parent se la pose, en fait. Tout parent souhaite transmettre quelque chose, au-delà de l'héritage moral, eh bien, souhaite transmettre quelque chose à ses enfants. Et c'est effectivement, dans nos clients, on le voit, quelle que soit la fortune des gens, eh bien, c'est toujours quelque chose qui est profondément ancré. La transmission du patrimoine. Voilà, au-delà de l'amour en héritage, c'est aussi un quelque chose. L'héritage, ce n'est pas que de l'argent. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a quand même beaucoup. Mais dans notre société, on voit souvent l'exception. Il y en a quand même beaucoup qui veulent transmettre, ne serait-ce aussi psychologiquement, parce que c'est une façon de continuer. Alors est-ce possible de monter une SCI? Pourquoi pas? On peut aussi l'acheter, puis ensuite le donner, effectivement, en se réservant l'usufruit, sauf que là, c'est un petit peu complexe, ça ne sera pas une véritable donation-partage. Si effectivement, Mathilde, elle crée la SCI, effectivement, elle va pouvoir acheter via cette SCI et ensuite donner des parts à ses enfants et en conservant l'usufruit. Sauf que ce qu'il faut dire à Mathilde, c'est que même si elle est gérante, dès lors que la SCI ne contient qu'un bien, elle aura besoin de l'accord de ses enfants pour vendre le bien, sauf si elle rachète un bien avec le produit de la vente. Donc, elle n'aura pas totalement une maîtrise du bien. Mais effectivement, ça peut être intéressant de transmettre, de prévoir la transmission, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien pour les enfants. Ils seront titulaires de la nue propriété. Mathilde, elle aura l'usufruit, sachant qu'elle devra quand même pour elle le déclarer si elle est éligible à l'IFI, en intégralité, parce que dès lors qu'on a l'usufruit du bien, c'est l'un des cas, on doit le déclarer en totalité dans sa base d'impôt de fiscalité immobilière qui a remplacé depuis 2018 l'ancienne ISF. Et il n'y aura pas de décote de 30%. Pas de décote de 30%. Voilà. Très bien. Question suivante. Agnès, est-il vrai que les notaires ont un droit de regard sur le projet lors de l'achat d'un terrain constructible ? Alors, la question d'Agnès, les notaires n'ont pas un droit de regard sur l'achat d'un terrain constructif, sauf que pour faire cette transaction, automatiquement, vous devez passer par un notaire de France qui va déjà vérifier la conformité du projet au regard des règles du plan local d'urbanisme, éventuellement voir si la mairie ou les SAFER n'ont pas ce qui s'appelle un droit de préemption, mais les notaires n'ont pas de droit de regard proprement dit sur l'achat du terrain constructible. Simplement, ils devront prévenir diverses administrations pour mettre sur pied cette acquisition. Parfait. Allez, on va prendre une dernière question. Oui, non, vous voulez rajouter quelque chose? Une dernière question. Question de Maria.
J'achète un studio à Paris, lequel restait vide depuis plus d'1 an. Est-ce que je peux déterminer librement le loyer au locataire que je trouverai ou est-ce que je dois me référer strictement au prix du mètre carré fixé par la loi d'encadrement des loyers, entrée en vigueur depuis juillet 2019? Alors effectivement, depuis juillet 2019, pour tenter de ramener dans Paris des gens à revenus modestes ou les classes moyennes, effectivement, il y a toute une politique de la ville de Paris pour encadrer les loyers. Donc ça, c'est extrêmement encadré. Donc Maria, elle a intérêt effectivement à se conformer à cet encadrement. Alors il y a 20% supplémentaires possible, le loyer peut être majoré si le studio est exceptionnel, présente des caractéristiques exceptionnelles, parce que si elle ne le fait pas, Maria, que va-t-il se passer? Eh bien, son locataire, ultérieurement, peut saisir une commission de réévaluation et on lui demandera le remboursement de tous les loyers ab initio. Donc ça peut être très pernicieux pour Maria. Donc elle a intérêt à se conformer, à se référer à cet encadrement des loyers, oui, bien sûr. Encadrement des loyers, juste on va préciser, Nathalie, que ça concerne la location nue et tout meublée. À fait. Ça ne concerne pas les locations saisonnières type Airbnb, voilà, ni les loyers du parc social. Bien sûr. Les baux en cours ne sont pas concernés, en tout cas, tout comme les reconductions tacites, mais donc en tout cas, c'est valable pour les nouvelles locations depuis juillet 2019. Alors donc, pour connaître précisément les prix des loyers privés à Paris, il y a une carte interactive qui répertorie en fait l'ensemble des quartiers, c'est référence loyer. Donc ça renseigne sur les caractéristiques du logement, c'est-à-dire le nombre de pièces, l'époque de construction de l'immeuble, le type de location, si c'est nu ou si c'est meublé, et puis l'adresse du bien immobilier. Il faut savoir que par exemple un studio en meublé situé rue Mirabeau à Paris dans le 16e arrondissement, en location meublée, il a un loyer de référence de 30 €. Il est à 21 € en minoré, 36 € en majoré. Et donc, aussi, le propriétaire bailleur, effectivement, vous le disiez, Nathalie, a le droit c'est là où ça se complique un petit peu, de demander un complément de loyer, c'est-à-dire aller au-delà de ce loyer de référence, mais dans ce cas-là, il faut prouver qu'il y a une vue extraordinaire sur la Tour Eiffel, ou quelque chose Olivier. de... Tout à fait, et ça ne peut pas dépasser 20% du loyer médian. Et voilà, en tout cas, sur ce complément de loyer, je vous incite vraiment à aller sur le site référence des loyers pour voir en tout cas, quartier par quartier, rue par rue, cet encadrement des loyers qui est mis en place depuis juillet 2019. Voilà Nathalie, c'était un plaisir. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, cher Olivier. J'espère que nos lecteurs... avec grand plaisir, bien sûr. Elle reviendra, elle si en prend l'engagement. Bien entendu, bien sûr. On remercie en régie Jim et Bastien. Et puis, rendez-vous donc pour une prochaine émission des Clés de l'Immo. Le prochain rendez-vous, on parlera justement des crédits, du crédit immobilier. On verra l'évolution des taux d'intérêt. On va voir s'il n'y a pas de retournement à attendre ou si ça va rester comme ça. En attendant, excellente journée à tous et donc à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.